longtemps que tu étais là? Non, le temps que j'aille me garer. Donc nous allons tout centrer sur le thème de l'eau. Oui. C'est tellement chaud. Oh mais tu me diras ça plus tard. La fraîcheur d'une maison. Goûtez-moi ça. Je mesurais. Je vais me mettre. Eau vive, c'est le titre du catalogue de l'exposition que tu as faite au musée laïque d'art sacré du Gard. Ce thème de l'eau me semble être un thème qui t'inspire depuis longtemps déjà. À un moment de mon travail, il y a quelques années, j'ai fait vraiment un raccordement entre ma pratique de céramiste, chercheuse, émailleuse, baroleuse, où je me suis rendu compte que cet émail, finalement, je fais des formes, mais que j'émaille toujours. On retrouve l'émail partout. Et pour moi, l'émail était vraiment cette eau arrêtée sur la terre. Donc finalement, l'émail était cette fluidité lumineuse qui renvoyait la lumière, suivant que ces émaux sont en effet brillants, mat, mais le jeu de tout ça, il n'y a pas que les couleurs, mais il y a les valeurs, qui est pour moi vraiment une matière fluide. Et c'est au cours de différentes expositions que finalement, sans m'en rendre compte, je suis retombée quand même avec toujours ce thème de l'eau assez récurrent. Finalement, ça a réellement commencé avec la rencontre de la conservatrice du musée laïque d'art sacré qui a découvert un reliquaire, et c'était un reliquaire que j'avais fait pour, c'était le reliquaire Agar, donc ce personnage biblique perdu dans le désert avec son fils qui tombe sur une source quand ils sont finalement complètement sur le point de mourir de soif. Donc là, l'eau, c'était vraiment se revivre, renaître avec cette eau qui est finalement tout ce qu'il y a de plus. On sort tous de l'eau biologique, l'eau fertile, l'eau qui coule, l'eau qui est le trésor de la terre, on va dire. Voilà. Mais finalement, j'ai travaillé ce reliquaire et elle a rencontré ce reliquaire. Parallèlement, c'est vrai aussi que j'ai développé, et ça c'était quand même il y a longtemps, en 2000, au Musésième à Martigues, où j'ai commencé les creusets. Et tous les creusets, finalement, et c'était il y a 20 ans, avaient un terme avec l'eau. Il y avait l'eau précieuse, c'était le creuset d'or, il y avait l'eau sèche, il y avait l'eau gelée, et c'était à la fois des états de l'émail dans les cavités de la terre, mais qui étaient parfois même comme vraiment une croûte de terre détachée avec un fond d'eau. Et du coup, on m'a proposé de travailler. J'ai travaillé aussi justement dans le paysage à Traits avec l'association Voyons Voir, où finalement c'était comment autrefois ils irriguaient les différentes terrasses des terres dans le Var et comment l'homme astucieusement savait canaliser l'eau. Et je me suis trouvée à disposer des creusets avec une étroite parenté entre l'état de l'émail
comment je l'avais rendu dans mes croûtes de terre et les concrétions calcaires débordant de ces trous d'eau. Je crois que bien, mais bon, on va laisser. Peux-tu nous parler de tes différentes approches de l'eau? Bon, et d'abord c'est tout simple, je préfère la pluie au soleil. Je suis dans une région finalement où il ne pleut pas souvent, mais peut-être que j'aurais été bien aussi en Normandie. J'ai quand même des souvenirs très importants de plages de l'Atlantique, où dès qu'on arrivait là-bas, et ben, même, surtout à la nuit, on allait frotter le sable pour avoir le plancton phosphorescent, mais dans cette eau justement de la vague qui s'échoue et en même temps de l'écume. Peut-être c'est ça mon merveilleux souvenir de l'eau. Sur les plages, ce que j'adorais, c'est quand il flottait, il y avait sur le sable, avec la goutte d'eau, ça avait comme des petites coquilles de sable que je ramassais. Alors on va dire que c'était comme des minuscules creusets, mais c'est vrai que c'est une image que je m'amusais à récolter. Alors bien sûr, j'étais petite et les copains, copines, ils ne comprenaient pas trop ce que je faisais. Mais c'était comme une baignoire pour puces de mer. Voilà, j'adorais aussi les puces de mer que je mangeais. Bon, mais l'eau, voilà, c'est ça, c'est l'enfance. C'est l'enfance, c'est les vagues, c'est nager. J'ai continué beaucoup à nager. Et même maintenant, enfin un peu moins, mais ce qui me plaisait dans les grandes distances pour nager, vraiment, nager loin, c'est les yeux à la surface de l'eau et voir qu'on a un peu la tête sous l'eau, le miroir que ça fait, la surface, la sous-face, et j'ai beaucoup rêvé en nageant avec ce bain qui dure, où vraiment on en sort complètement. C'est vrai que quand on va nager, qu'on ressort, on est comme... c'est une renaissance, carrément. C'est, voilà, on a pris un bain. Mais comme l'enfant, quand il passe sous la douche, voilà, tu vas prendre le bain. Pour cette exposition eau vive, justement, eau vive, c'est une eau qui bouge. C'est quelque chose qui bouge au sein de la nature, que ce soit une rivière, un fleuve, la pluie qui tombe. Il y a une dynamique. Avec le temps, évidemment, on élargit sa vision et les textes d'autrefois de Bachelard, L'eau et les rêves, finalement 20 ans plus tard, m'apportent toujours autant, sinon davantage. L'eau de pluie, justement, cette eau verticale, cette eau qui va fertiliser la terre. Et après, cette même eau qui va se répandre, qui va couler, qui va s'imprégner dans le sol, jusqu'aux sources, aux résurgences, et qu'on va retrouver sous forme de ruisseaux, de rivières, ou s'embarquer. Ou s'embarquer dans ce travail pour moi de la matière. C'est-à-dire qu'à travers, justement, mon émail, j'ai ramené une matière brillante, lumineuse, satinée sur cette terre que je travaille. Je pleurais beaucoup dans mon enfance et des fois je me demandais ce que j'allais faire de toutes ces larmes qui me coulaient devant les yeux. Donc là c'est plus une eau intérieure, mais on est fait d'eau, on est même plus que la salade je crois.
90% d'eau, je ne sais pas exactement. Mais voilà, je suis imprégnée de tout ça. Pour moi, c'est cette lumière sur les choses. C'est pour ça qu'à la limite, peut-être, je préfère les jours de pluie, parce que dans la pluie, ou dans la flaque d'eau, ou dans le bol à thé du matin, on voit le plafond, ou le ciel, ou la ville qui se reflète dans sa flaque d'eau du trottoir. Et j'adore cette membrane de l'eau qui est comme un mica qui reflète ce qui est derrière nous, ce qui est au-dessus de nous. Et finalement, dans une même chose, on a l'intérieur et l'extérieur. Eau vive que j'avais déjà travaillé quelques années auparavant à l'abbaye de Boscodon, où elle symbolisait justement les eaux tombant du ciel. Les eaux tombant du ciel, installation murale sur un des murs du cloître, et il y avait différentes lamelles d'eau qui s'enchaînaient dans différentes tonalités évolutives, non seulement à travers les couleurs, mais aussi à travers les gouttelettes qui petit à petit s'organisaient en tissus qui font appel justement plus tard au voile de Véronique. Ici appelé au filet, au tissé, eau vive, au filet, au tissé, ont été installés dans la grande salle du palais de justice, justement pour répondre à ces eaux courant sur les dalles symboliquement représentatives du cours du Rhône. Tu viens d'évoquer cette phrase au fil de l'eau qui m'avait tellement plu. Elle m'est venue très spontanément parce que justement j'ai beaucoup travaillé sur le thème de l'écriture. Et donc, là voilà, c'est bien sûr la fluidité de la langue comme le murmure de l'eau qui est ce fil plaisant à tisser. Et j'avais beaucoup travaillé avec, pour cette exposition sur le thème là de l'écriture qui se passait aux archives à Marseille. Et j'étais tellement imprégnée des mots qui coulent, mais des mots qui coulent comme l'eau qui coule, comme le babillage qui coule, que aussi c'est comme ça que j'ai fait cette exposition La rivière et le caillou, où c'était plus finalement des mots qui tombaient, mais des cailloux qui descendaient de la montagne à travers le fil de l'eau. Et oui, c'est très étroitement lié, tout justement ce mouvement qui est aussi le temps qui passe, qui est en effet des fois amener l'émail à un bel aspect d'eau, c'est arrêter le temps. Dans la vallée, il y a un petit lac. Et alors j'y vais de temps en temps croquer le friseli de l'eau, esquisser sur du papier. Cette eau qui frémit, on va dire, voilà, un frémissement de l'eau. Et ça prend des couleurs, ça prend surtout la lumière, ça devient des éclats, ça devient des bouts de miroir. Et ben voilà, c'est le miroir au ciel. Donc arrêter, rien n'est jamais arrêté. Mais c'est plus un stationnement qui amène à réfléchir. J'aime bien ce niveau de l'eau si bas. Parce que finalement, j'ai pas envie d'aller me baigner, j'ai pas envie de plonger justement j'ai pas envie de crever cette surface. Voilà, je suis à l'extérieur.
La surface, c'est vraiment une surface frissonnante avec cette lisière de céladon là. On a un céladon un peu grisé et l'autre plus verdissant, car il reflète toute la forêt au-dessus. J'adore quand les pièces travaillent toutes seules sans moi. C'est-à-dire, finalement, je peux partir en voyage ailleurs. Je peux aller ailleurs. Je vais dans un voyage, je pars dans un pays qui s'appelle ailleurs. Et pendant ce temps-là, mes pièces, sagement, sèchent. C'est le rapport avec l'air. On a parlé de l'eau, on a parlé du feu. Et bien là, la terre travaille avec l'air. Elle sèche avant que je puisse la porter au four. Voilà. D'ailleurs, je vais la déposer là-bas, près du four. C'est une pièce assez récente où justement ce que j'aime beaucoup, c'est que elle avait été entreprise à travers d'autres pièces où me permettais de mettre dans la terre des morceaux d'une autre terre, comme des morceaux, on va dire, qui viennent d'une forge. Et d'autant le nappage de l'émail produit des effets dessus parce que l'oxyde de fer se dilate et donne des effets très intéressants. Dans cette pièce, j'avais cette concavité assez sombre et à l'occasion de l'exposition de Pont Saint-Esprit, il s'est trouvé que ce rouleau de papier a rencontré cette pièce justement dans une salle où il y avait des papiers roulés. Moi, je me régale à faire ces rouleaux parce que c'est aussi, suivant mon humeur, comment j'entreprends mes tours de vallée, comment je choisis de grimper à telle ou telle colline, comment je note, comment mon pinceau, il marche ou il ne marche pas, comment mon crayon, je le trouve ou je ne le trouve pas. Enfin bon, c'est toute une histoire, c'est toute une aventure, des chemins, je vais dire. Ce sont des notes de chemin. Et là, ça a trouvé sa place dans cette pièce qui avait, je vais dire, cette cavité vraiment propice à ce rouleau. Mais peut-être aussi que c'est pas un hasard. Le hasard n'existe pas, n'est-ce pas? Et voilà, j'aime beaucoup finalement ce que ça a donné. Et papier, et terre, et émail. Tiens, la boîte close. Mais qu'est-ce qu'elle fait là? Elle est belle. Ouais. Et puis, comme tu le dis, elle perd jamais l'occasion de se montrer. Elle est très vieille. Elle est très vieille, mais elle est en même temps toute nouvelle à chaque fois. À chaque fois que je la montre, parce que vraiment, elle trouve des occasions pour se montrer absolument incroyables. La première fois que je l'ai montrée, non, mais avant, voilà, je l'ai sortie du four, mais il y a longtemps, au début qu'on arrivait à avoir un four qui montait à haute température. Et c'était la période des boîtes. Je faisais plein de boîtes. J'en vendais pas mal, je crois, j'avais des commandes sur les boîtes. Et j'avais attaqué la porcelaine, et c'est vrai que c'est beaucoup plus difficile. La porcelaine, d'arriver justement, le couvercle, la déformation, etc. Et cette boîte-là, elle sort magnifiquement émaillée, mais collée. Donc voilà, une pièce ratée. Et je la mets dans un coin, j'oublie, j'y pense plus. 20 ans plus tard, 30 ans plus tard, je me trouve à travailler pour les archives à Digne. Et on avait entrepris avec la conservatrice de faire tout un travail sur la vie des femmes d'autrefois au siècle dernier. C'est-à-dire, c'était un travail sur un peu les mystères de la femme, et on allait aborder
différents types de femmes, en même temps tout ce qui est écrit dans les archives, qui a besoin d'un acte, parce que finalement il y a eu procès-verbal. Donc on avait comme ça l'empoisonneuse, on avait les avortements, les pauvres femmes battues, celles qui ont osé porter plainte. Et je me trouvais à travailler sur ce thème et finalement à trouver à travers mon travail différentes pièces qui allaient pouvoir faire une exposition et avec les documents d'archives et avec ce que j'allais donner à voir. Et donc c'était toute une mise en relation déjà dans un contexte bien particulier. Quand la conservatrice me parle, conservatrice, archiviste, me parle donc de tous ces documents de grossesse, d'avortement, tous ces drames d'autrefois qui étaient vécus des fois très tragiquement, je repense à cette boîte presque endormie sur mon piano et je lui dis « j'ai la pièce qu'il te faut ». Je rentre chez moi et direct à la boîte, et finalement cette boîte, c'est là qu'elle a pris pour la première fois une présence importante dans une exposition alors qu'elle était ratée. Là, je viens de tomber sur un texte sur le céladon, et j'ai envie de le lire. Ok, ouais, vas-y. J'ai attaqué tout de suite le céladon quand j'ai commencé l'émail parce que c'est beau, parce que c'est difficile, qu'on peut le rater, pas évident du tout, parce qu'il y en a dans les musées, que c'est l'Orient, que ce sont de vieux émaux. C'est un émail fascinant qui s'agrandit dans l'infinité des aspects du jeu de la lumière. Oui, l'émail n'est pas uniquement une couleur, mais surtout une matière. C'est de l'eau profonde, un derme soyeux, un duvet d'oiseau, et le céladon est pour moi celui qui invite le plus à la caresse, au toucher. Je le traite ainsi avec onctuosité sur mes blocs, entre la douceur du flanc de la pièce et la rugosité des arêtes, accidents, failles de la terre. J'aime le contraste entre la blancheur satinée, érodée de la porcelaine, et le vert tendre de la couverte. Bon, tu vois là, mais vraiment, il y a la terre, il y a l'eau, il y a la barbotine là. Et moi là, je suis vraiment au fond de la bassine. L'eau, elle était là-haut.